nous éclairer sur le sujet de la démocratie municipale. Nous accueillons Mme Isabelle Lisée, M. Marc-André Palin. Bonjour. Et j'ai envie de leur laisser l'honneur de décrire la mission de leur organisme. Donc, Mme Lisée, pour commencer. Bien sûr, avec plaisir. Donc, Espace Muni est une organisation provinciale à but non lucratif qui travaille depuis plus d'une trentaine d'années à accompagner les municipalités sur toutes les questions de qualité de vie et de santé globale. Donc, ce qu'on travaille beaucoup, c'est comment les municipalités ont un rôle sur ces éléments-là et par l'adoption, entre autres, de politiques. Donc, on est porteur de différents programmes, différentes idées, initiatives, même politiques familiales. Peut-être que vous vivez dans des territoires, on l'espère en tout cas, dans des territoires où les municipalités ont adopté ces politiques-là, donc politique familiale, comment on a besoin de soutenir nos familles au Québec. Des démarches aussi pour nos aînés, parce qu'il y a un vieillissement de la population, donc municipalité amie des aînés, mais aussi la participation des jeunes, donc toute la question des droits des enfants aussi, donc avec un programme. Ce sont des programmes pour MADA et municipalité amie des enfants, des programmes internationaux. Donc, comment on travaille, on accompagne ces municipalités-là sur ces questions-là pour favoriser en fait, une inclusion de tous dans les communautés, une participation, je dirais, citoyenne plus importante aussi à travers ces programmes-là. Donc, on s'intéresse aussi aux questions des personnes en situation de handicap, comment aussi leur environnement peut avoir un impact sur leur qualité de vie. Donc, c'est vraiment ces contextes-là qu'on travaille et on a une belle équipe sur la Rive-Sud de Montréal, mais on a des gens aussi dans toutes les régions qui accompagnent les démarches d'adoption de politique. Voilà. Merci. En gros, pour en parler pendant des heures, mais je vais faire ça court. Monsieur Palin, pour la DMQ. Donc, la DMQ, l'Association des directeurs municipaux du Québec, on existe depuis 84 ans. Évidemment, dans les années 40, ça portait un autre nom que directeurs municipaux, directeurs généraux, mais la DMQ a toujours été là pour supporter les directeurs généraux, greffiers, trésoriers, particulièrement dans les municipalités de 10 000 habitants et moins. 92 % des municipalités de 10 000 habitants et moins ont un membre dans notre organisation. L'objectif est de les former. On a une équipe conseil aussi en gestion municipale, des anciennes directrices municipales qui vont accompagner un service conseil des directeurs généraux, greffiers, trésoriers, et également, on est sur plein de comités ministériels gouvernementaux, finalement, pour l'impact qu'il pourrait y avoir dans l'administration municipale. On en parle beaucoup, le gouvernement actuel en parle beaucoup de la paperasse, des redditions de comptes, fardeau administratif, donc ce sont ces dossiers qui nous intéressent et auxquels on travaille. Et bien sûr, il y a le lien avec l'élection, en fait, donc la grande majorité de nos membres ayant la fonction de greffier, trésorier, occupent également la fonction de président d'élection d'office. Donc, la grande majorité de nos membres sont supportés actuellement avec la fonction qu'ils occupent. Donc, vous êtes en plein dans l'action cet automne. Oui. Parce qu'on le sait, le 2 novembre prochain, il y aura des élections générales municipales qui se tiendront au Québec dans environ 1100 municipalités. Quelques 8000 postes d'élus sont en jeu. Élections Québec, vous le savez peut-être, probablement offre un rôle de soutien dans l'organisation de ces élections, mais c'est vraiment à chaque municipalité d'organiser ses propres élections. Donc, j'imagine, M. Palin, que c'est le branle-bas de combat actuellement. Comment vous pourriez nous décrire un peu les coulisses de ce qui se passe actuellement? Bien, en fait, on sait qu'au Québec, ce n'est pas nécessairement toutes les municipalités auxquelles vont avoir les sièges. Certains sièges sont vacants, d'autres en acclamation. Mais donc, il faut quand même se préparer, veut pas. Et c'est un travail qui va se préparer de plusieurs mois à l'avance. C'est un défi en soi parce que dans la grande majorité des municipalités au Québec qui sont moins de 1000 habitants, on parle de 2,5 employés par municipalité. Donc, on sait quand même qu'il faut mettre une proportion importante pour la préparation des élections. On n'a pas le choix. Les locaux, les bulletins, bref, la trousse d'informations aussi pour les candidats, bon, etc., etc. Donc, c'est une somme de travail importante qui arrive dans une fenêtre auquel les DG greffiers trésoriers doivent préparer également le budget, qui doit être déposé dès novembre, ou en tout cas en séance de travail rapidement avec les nouveaux élus ou les élus en place. Par la suite, le plan triennal d'immobilisation doit être travaillé également et tout ce qui s'ensuit également. Je donne un exemple particulier. Il y a une ouverture de programme financier actuellement au ministère des Affaires municipales auquel les gens doivent déposer une demande financière en parallèle de toutes les élections. Donc, c'est une tâche énorme. Évidemment, c'est fébrile dans les municipalités parce que les élus qui terminent leur mandat veulent bien sûr attacher certains dossiers avant de tomber en campagne électorale. Donc, il y a une forme de fébrilité, je pourrais dire, dans les municipalités également. Donc, c'est une grosse période avec peu de ressources, mais il faut y arriver, puis on n'a pas le choix. Donc, mais somme toute, ça fonctionne très bien, tout s'attache bien, mais c'est une grosse période dans le domaine municipal, effectivement. Oui, parce que la vie continue aussi pendant les élections, là. Comment est-ce que les rôles se conjuguent à ce moment-là, quand on est en campagne, mais qu'on a encore la ville à faire tourner, à s'occuper?
c'est pas simple, surtout pour le directeur général qui est greffier trésorier, donc occupe la présidence d'élection. On a travaillé avec le DGE, bien sûr, mais avec le ministère des Affaires municipales les dernières années pour faire reconnaître que on pourrait peut-être, ceux qui occupent la triple fonction, donc DG, greffier, trésorier, de pouvoir déléguer la fonction de présidence d'élection. Ne serait-ce que le directeur général occupe une position importante lors des conseils municipaux, donc explique des fois à la demande du président de l'Assemblée différents dossiers. Puis évidemment, plus on approche de la période électorale, plus les dossiers deviennent politisés, je pourrais dire. Donc, c'est pour s'assurer que les gens soient impartials, ou du moins que les gens s'assure qu'il n'y ait pas une vision un peu discordante des citoyens versus le rôle du directeur général. Souvent, le directeur général peut être même malhabilement associé finalement aux partis politiques ou aux élus en place, alors que ce n'est pas le cas, bien sûr. Donc, puis la commission municipale me disait qu'il y a eu des demandes finalement d'exclure le président de l'élection parce qu'il voyait que le directeur général discutait avec le maire. Bien sûr, la vie continue au niveau de la municipalité. Donc, c'est tout pour cette croyance-là. Évidemment, aussi, on voit des campagnes municipales des fois que les gens connaissent moins le rôle des municipalités et veulent faire un ménage à l'administration. C'est pas comme ça nécessairement que ça fonctionne. Donc, pour éviter finalement un lien très, très étroit entre le directeur général et les élus ou les futurs élus, cette barrière-là, je pense qu'elle est importante, qu'on vit moins dans les grandes municipalités auxquelles ils ont un greffe qui est souvent avocat également, là, donc qui s'occupe de la présidence d'élection, ce qu'on voit moins dans les petites municipalités avec le peu d'employés. Donc, effectivement, ce rôle-là se chevauche, mais maintenant, la loi le permet de pouvoir déléguer la présidence d'élection. Donc, ça a été un bon pas qui a été accompli les dernières années. C'est intéressant. Je pose la question à vous deux. Est-ce que vous voyez des différences, des particularités dans le monde municipal par rapport aux autres paliers de gouvernement quand vient le temps des élections? C'est une bonne question. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent quand même. Au niveau de la votation, il y a quand même, on doit voter pour un maire, on doit voter pour un conseiller. Il y a cet élément-là qui est différent. Mais dans l'ensemble, il y a beaucoup de similitudes quand même. Il y a une proximité qui change la donne. On est beaucoup plus près de ces élus-là qu'au provincial, encore moins au fédéral. Donc, il y a cet élément-là aussi qui est important, je pense, à comprendre. Malgré cette proximité-là, il y a quand même une distance un peu particulière à dire, parce que oui, on est proche, c'est quelqu'un qui habite ce territoire-là. Des fois, les districts sont plus délimités. Évidemment, c'est un peu moins grand territoire, mais ça se ressemble quand même beaucoup. On les croise à l'épicerie, au dépanneur. Oui, bien sûr, absolument. Ouais, puis dans le fameux porte-à-porte que les gens vont faire en campagne électorale, ils vont le voir là, parce que le compte de taxes est un argument majeur pour les citoyens, massue, effectivement. Donc, ils vont se faire interpeller, puis des fois sur des sujets qui ne leur appartiennent pas du tout. Pensons à l'hiver 2023, il y a eu une panne électrique. Hydro-Québec, finalement, n'a pas pu fournir le courant pendant un certain nombre de jours, etc. Bien, c'est des élus municipaux qui ont été confrontés à ce genre de problématique-là, une mesure d'urgence et autres, alors qu'ils n'ont pas nécessairement le contrôle sur l'hydroélectricité, bien sûr, on le comprend. C'est eux qui reçoivent. Exact. Tout à fait. Donc, quand ça l'affecte le citoyen, bien, ils vont le faire part à l'élu directement. Oui. Donc, évidemment, là, ça peut être une campagne un peu différente parce que la proximité est importante. On le sait, le taux de participation n'est pas très élevé aux élections municipales. Bon, on verra qu'est-ce qui en sera cette année, mais qu'est-ce que vous diriez aux gens qui ne pensent pas aller voter, qui se disent « Ah, c'est pas si important, les élections municipales ». C'est tellement un endroit où on a un pouvoir, dans le sens où ça a un impact sur notre quotidien. C'est là où les décisions, puis tu parlais de d'autres enjeux, mais c'est directement relié à notre vie, que ce soit de travailleurs ou consommateurs, ou de famille, de personnes aînées. Donc, pour moi, cette proximité-là devrait favoriser l'intérêt, ce qui n'est pas toujours le cas pour plein de raisons. Mais c'est vraiment ce contact-là de notre vie au quotidien, dans nos déplacements. On ne peut pas le voir autrement que par rapport à cette question-là. L'intérêt n'est pas là, mais comment on pourrait aller plus loin? Je pense qu'il y a différentes façons. On parlait tantôt de communication. La communication, ce qu'on voit dans les grands médias, c'est là où on s'informe davantage. On ne voit pas le monde municipal. On va parler de temps en temps, puis ça va être souvent négatif, je dirais. Pourtant, il y a beaucoup de choses positives qui se passent dans le monde municipal, de décisions importantes, d'actions novatrices, même dans le monde municipal, malgré les règles qui les régissent. Puis tout ça ne sort pas. Pour moi, il y a un enjeu là aussi sur comment on communique ce qu'on connaît de la vie politique municipale versus les autres niveaux.
Puis, ça ne prend pas de temps à les voter, là, peu importe le palier. De toute Ben non, façon, au c'est municipal, ça ne prend ouais, vraiment pas de temps. Puis en ouais, plus, il y a plein de journées où c'est possible de le faire, pas juste tout à une fait. journée également. Donc, je pense que la défaite de ne pas aller voter n'est plus vraiment là. Donc, il n'y a pas une possibilité pour les gens. Mais ne serait-ce que dans le milieu municipal, il y a vraiment, au provincial, fédéral, il est vrai également, mais il y a un impact encore plus probant au niveau municipal parce que c'est directement Ouais. attaché au service aux citoyens de proximité. Donc, c'est important. Puis je pense qu'il faudrait favoriser aussi que les gens s'intéressent aux candidats. Vraiment. Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils proposent? Pourquoi ils se présentent également? Je pense que ce serait intéressant que les citoyens s'intéressent aux candidats, aux différents candidats. Quand il y en a plusieurs, qui ont la chance d'avoir plusieurs candidats, finalement, je pense que ça pourrait être intéressant que les gens puissent avoir cette idée-là, du moins, qui se présente, parce qu'au final, ça a un impact sur la municipalité pour maintenant et pour le futur, évidemment. On subit encore, il y a eu des histoires moins joyeuses dans le monde politique en général, au monde municipal aussi. Donc, on est encore dans la suite de ça. Je pense qu'on va finir par s'en sortir clairement, mais il faut relancer toute cette réalité-là, ce rôle-là, valoriser le rôle d'implication en vie politique. C'est un choix qu'on fait. Souvent, les candidats vont avoir un autre emploi. Donc, c'est un engagement, c'est une volonté de contribuer à notre milieu de vie, à des décisions. On veut le bien tous, mais ce rôle-là est peut-être pas suffisamment non plus connu, bien sûr, mais valorisé, je dirais aussi. Parler de médiatisation, depuis les dernières élections municipales en 2021, on a beaucoup parlé de démocratie municipale, pas toujours pour les bonnes raisons. Beaucoup de démissions d'élus, des gens qui ont parfois déploré un climat difficile dans la vie municipale, un manque de civilité parfois dans les relations entre les élus, les citoyens. J'ai envie de vous poser la question directement. Est-ce qu'on vit une crise dans la démocratie municipale? Je ne sais pas qui veut se lancer. Ouais, en fait, il y a eu beaucoup d'émissions. On parle de 10% à peu près, mais il y en a tout autant dans les directions générales. Il y a ça aussi. C'est sûr qu'effectivement, il y a un climat, ça c'est clair. Il y a un climat malsain. Les gens avec les réseaux sociaux vont rapidement être sur la gâchette. Ce qu'on ne dirait pas verbalement, ça je pense que tout le monde connaît ce contexte-là. Mais ce n'est pas tout, là. Ça, c'est un élément. Il y en a d'un qu'ils ne connaissaient pas bien le rôle, la fonction d'élu, le rôle de responsabilité. Donc, quand ils arrivent en poste à ce moment-là, bien, pour eux, c'est plus difficile de faire face à la réalité parce qu'il y a quand même un carcan important. C'est plus de 40 lois et autant de règlements dans le domaine municipal qui viennent encadrer avec des périodes très spécifiques, avec des dépôts. Bref, la latitude en tant d'élu, il y en a, mais pas tant que ça non plus. La réflexion peut être là, etc. Mais les gens qui pensent arriver avec un projet rapidement, que ça va se faire demain matin, et des fois, ils se frappent un mur parce que c'est des projets assez longs dans le domaine municipal. Donc, des fois, il y a ce désintérêt-là du candidat arrivé dans la réalité, un. Deux, il y a aussi tout l'aspect de temps que les gens doivent investir. C'est pas juste une séance par mois, là. Il y a une préparation, souvent un plénier, un caucus qu'on va appeler, donc en amont, une séance préparatoire. Par la suite, il y aura la séance du conseil municipal. Par la suite, il y a toute l'implication aux différents organismes du milieu également. Puis quand on parle du maire, bien, il s'ajoute la MRC, la municipalité régionale de comté, la Régie des eaux, etc. Donc, évidemment, ce n'est pas pour faire peur aux gens, loin de là, mais les gens devraient être informés en amont de l'implication. Ça éviterait qu'il y en a qui vont quitter par la suite, parce que ça a un impact majeur quand les gens quittent pour différentes raisons, ne serait-ce même familiales. Il y a une élection partielle qui va se déclencher. C'est des dizaines de milliers de dollars par municipalité. C'est le prix de la démocratie, c'est correct, mais ça en fait quand même état. Et ça bloque l'administration municipale pendant un certain nombre de temps. Donc, d'avoir une, c'est une chose, mais quand c'est à répétition, ça devient difficile également. Puis l'autre chose également, c'est qu'il y en a qui vont pour leur dossier personnel ou pour faire avancer finalement une cause, etc. Une rue. Exact, mais il faut savoir que quand on s'en va au conseil municipal, c'est pour l'ensemble de la municipalité. Là, donc, même si on est élu par un district, on prend des décisions pour l'ensemble de la municipalité. Donc, je pense que c'est une somme d'éléments, mais il y aura de la formation obligatoire maintenant pour les élus municipaux, pas juste pour l'éthique, mais rôle et responsabilité, la séquence budgétaire, l'urbanisme, etc. Est-ce que ces séances d'information-là devraient être lieu avant l'élection? Peut-être, point d'interrogation, mais actuellement, ça sera après l'élection et je pense que ça va aider tout le monde à partir sur le même niveau là, pour la suite de leur mandat. C'est vraiment la beauté de notre démocratie où c'est ouvert à tous. On peut tous se lancer en politique municipale, mais comment on est accompagné justement dans ce processus-là, bien, je pense qu'effectivement, d'avoir des rencontres préalables, ça serait vraiment un plus. Il y a toute une question de mesure aussi qui entoure cette réalité-là de vie politique. Je pense qu'on va en parler un peu plus tard, mais c'est une réalité particulière. On ajoute quelque chose à notre vie
Donc, ça aussi, ça peut... est-ce qu'on est bien soutenu? C'est une fonction importante pour le Québec, pour l'ensemble de notre démocratie, mais comment on est soutenu comme individu dans cet engagement-là, finalement. Surtout la complexité des mandats qui s'ajoutent. Absolument. Là, on parle de logements sociaux de plus en plus, on parle d'itinérance, dans certains cas de mesures d'urgence auxquelles on peut être confronté avec une grave problématique qui arrive soudainement, auquel on n'est souvent pas outillé. Et de l'aménagement du territoire, toute la stratégie financière pour que la municipalité puisse s'en sortir au lieu d'augmenter les taxes municipales. C'est pas simple. C'est fort passionnant, c'est fort gratifiant également parce qu'il y a beaucoup de bons dossiers que les municipalités peuvent faire évoluer avec un certain délai, mais quand même, au bout du compte, ça va accoucher de quelque chose. C'est extrêmement gratifiant, mais il y a son côté que c'est complexe, ça c'est clair. Puis vous parliez, Mme Lisée, de quelque chose qui s'ajoute parce que je pense que c'est 63 des élus qui ont un emploi à temps plein. Tout à fait. Donc, je pense que même Espace Muni s'est penché sur la question de la conciliation travail, famille, vie politique. Ben oui, effectivement, le chiffre est bon. Donc, c'est quand même beaucoup. On avait un petit échantillon d'élus qui ont participé à nos travaux. Puis plusieurs solutions sont ressorties de cette réalité-là parce que si on veut continuer, le but, c'est aussi de faire en sorte que les gens continuent de vouloir s'impliquer. On va le savoir dans les prochains jours à quoi ça va ressembler pour le portrait des élections municipales de cet automne. Mais je pense qu'ils ont besoin de mesures. Alors, cette étude-là nous a permis de voir qu'est-ce qui manquait autour des conseils des élus. On va parler des conseils municipaux, évidemment, puis comment on pourrait accompagner, comment on pourrait faire des représentations aussi pour soutenir cette fonction-là. Il y en a qui sont à temps plein dans des plus grandes villes à différents niveaux, mais ils n'ont pas droit au même programme de soutien, de mesures parentales. On en a entendu parler aussi. Quand tu deviens un parent, tu n'as pas le droit de t'absenter plus que trois séances consécutives. Est-ce qu'il pourrait avoir du virtuel? Il y a des municipalités qui ont mis en place une halte garderie pour permettre aux citoyens aussi de participer, mais aussi à leurs élus d'avoir cette vision-là. Donc, je pense qu'il y a toute une notion autour de cette réalité-là de concilier. Puis, sur les 8000 élus au Québec, peut-être que Marc-André, tu as un chiffre plus que moi, mais il y a beaucoup de petites municipalités, donc aucune fonction à temps plein pour beaucoup de gens au plan politique. C'est clair qu'ils concilient un travail et cet engagement-là. Donc, je pense qu'on est en train de développer et on est soutenu par le secrétariat à la condition féminine pour cet élément-là. Il y a une question aussi de présence de femmes en politique, l'équité entre les deux. Donc, comment on va pouvoir soutenir à travers des programmes, mais aussi peut-être qu'il y a des choses à changer. On parlait de loi tantôt, il y a peut-être des éléments à revisiter. Je pense qu'on est rendu là. Le système, l'arrivée des municipalités au Québec, c'est arrivé il y a plusieurs dizaines d'années dans un contexte où c'était des questions de santé publique à la base, tu sais, d'eau qui pouvait causer des problèmes de santé. Donc, mais on n'est plus là aujourd'hui, là. Oui, il y a encore ça, bien évidemment, mais il y a beaucoup plus, tu as nommé l'itinérance, l'habitation, on parle de vieillissement actif, comment un milieu de vie doit s'adapter à cette réalité-là si on ne veut pas vivre un exode de nos aînés. Bien, c'est des grandes questions quand même. Donc, comment on peut mieux accompagner et circonscrire le rôle tout en laissant cette couleur de démocratie-là qui est fondamentale pour continuer. Fait que c'est un peu ce qu'on souhaite faire avec notre programme en conciliation pour mieux développer, répondre aux besoins des conseils municipaux et que ça se puisse encore aujourd'hui de concilier tout ça. Oui. Mais c'est intéressant parce que c'est des sujets dont on entend plus parler aussi, parler d'itinérance, tout ce qui a trait au changement climatique, les inondations, les incendies de forêt. Est-ce que nos élus sont assez outillés pour répondre à ces enjeux-là? Bien, il est clair que non, là, ça c'est une chose. Je reviens juste on a la même réponse. Oui, tout à fait. Puis effectivement, il y a eu des réflexions par rapport au virtuel, aux rencontres qu'il peut y avoir, mais l'enjeu au Québec, c'est que les municipalités ne sont pas toutes outillées de la même manière. Non, effectivement, donc, technologiquement parlant. Du tout. Et on arrive est-ce qu'on est prêt? C'est pour ça qu'il y a une grande réflexion à avoir dans le domaine municipal. Est-ce qu'on est prêt à avoir une séance du conseil virtuel? Oui. Puis pas de citoyens dans la salle, là? Tu sais, ou tout seul avec le directeur général ou le greffier. Là. Donc, ça se peut en rencontre extraordinaire maintenant. Le législateur a donné le droit d'être à distance, sauf pour les citoyens, il faut avoir quelqu'un dans la salle. Est-ce que
tout de suite une grande réflexion qu'il Tout à fait. faudra avoir. Maintenant, est-ce qu'on est équipé pour faire face aux différents enjeux? La réponse est très non. Je pense qu'on s'entend là-dessus. Absolument. Ne serait-ce que juste les mesures d'urgence. Il y a des obligations légales, effectivement, de pouvoir mettre à jour les plans de mesures d'urgence, etc. Puis on le voit, les gens ne sont pas équipés du tout. Ne serait-ce que mettre du temps homme, femme là, sur le dossier, du temps d'employé. Il y a peu de temps qui est accordé là-dessus. En fait, là, un directeur général greffier trésorier dans une municipalité de 5 000 habitants et moins doit mettre 57 heures par semaine pendant 49 semaines pour faire ses obligations légales et réglementaires. Et il n'en reste pas beaucoup. Hein? Il en reste on a pas même beaucoup. Déjà mis trop. Et quand on ajoute l'élection, actuellement, qui est super importante, évidemment, c'est une somme d'heures. On pense pour une période électorale de 100 heures à peu près pour l'année à ajouter. Donc, c'est énorme. Puis par rapport au plan de mesures d'urgence, qui est fondamental pour les municipalités, on passe à peine 8 à 9 heures par année, alors que ça devrait être beaucoup plus que ça. Donc, est-ce qu'on est bien outillé? C'est un exemple concret? Non. Mais ça l'est la même chose. Il y a des services qui sont ajoutés comme les chiens dangereux, comme la sécurité des piscines qu'on entend parler actuellement. Donc, les municipalités ne sont pas équipées pour faire face au niveau je dirais, de responsabilités qui découlent pour eux. Est-ce que c'est possible un jour? Peut-être. Oui. Est-ce que c'est passionnant? Oui, parce que c'est plein de domaines d'activité, puis les journées ne sont vraiment pas pareilles. Par contre, il y a une grande réflexion, je pense, à avoir dans le domaine municipal par rapport à la gouvernance, particulièrement administrative. Les municipalités ont évolué à travers le temps, mais la gouvernance administrative n'a pas évolué. Non, donc, il y aurait une grande réflexion à avoir. Est-ce que c'est le bon modèle? Peut-être. Est-ce que c'est des regroupements? Peut-être. Est-ce que c'est localement qu'il faudrait se pencher? Forcément. Mais il y a une réflexion certainement à avoir dans les prochaines années, je crois, pour qu'on puisse continuer à avoir des bons services aux citoyens. Que ça puisse avoir, comme la ministre disait, un domino qui va finalement offrir plus de services aux citoyens, parce qu'actuellement, pour un même compte de taxes de payer dans 2 régions différentes, on n'a pas les mêmes qualités de services. Donc, il faudra forcément y réfléchir à un moment donné. Et on n'a pas les mêmes besoins non plus, comment on peut adapter d'une communauté à l'autre la réponse à ces besoins-là tout en encadrant. Puis j'ajouterais sur les éléments de plan d'urgence, etc. On peut avoir ces plans-là, on peut avoir des bons porteurs de dossiers, mais comment on va réagir, nous, comme personne, dans ces circonstances-là? On n'a aucune idée. Donc, souvent, on accompagne du point de vue de l'expertise, du point de vue des connaissances, mais il faut aussi accompagner les individus, les gens, les personnes qui arrivent avec un bagage X, qui est parfait, mais comment on va aussi développer c'est un travail 24 sur 24. Tu parlais de nombre d'heures pour les directions générales, mais les maires ou les conseillers, surtout les maires, c'est 24 sur 24, 7 sur 7. Le téléphone est là, on sait pas. Bon, on ne souhaite pas des urgences, mais il pourrait en arriver. C'est ce que ça veut dire puis est-ce qu'on est conscient de ça? Je ne pense pas. Non, puis c'est pas pour décourager les gens, mais c'est la réalité. C'est la réalité, oui. Je ne voudrais pas décourager. Non, mais c'est une réalité qui fait en sorte que quand les gens ne sont pas avisés de ça, ben, ils vont peut-être quitter parce qu'ils n'ont pas organisé leur structure familiale ou personnelle en conséquence de ça. Et ça peut même créer des conflits parce que les gens ne savaient pas qu'ils allaient se mettre autant d'heures à intervenir d'autant d'heures. Mais effectivement, mairesse, c'est en plein. C'est en plein en termes d'heures potentielles. En termes d'heures potentielles, parce que même s'il est en vacances, qui va se faire appeler s'il y a une problématique, c'est le maire ou la mairesse. Oui, il y a un pro-maire, mais des fois, c'est une sorte de raison, ça ne fonctionne pas toujours très bien. Effectivement. Non, tout à fait. Mais au-delà de tout ça, là, les défis, il y a quand même des bonnes raisons. Là. On ne veut pas décourager, comme vous disiez. Il y a quand même des candidats, on le voit. Oui, là, quand effectivement. Même, sur le site du DGE. Oui. C'est un bon site. C'est un bon site. Mais quels avantages vous voyez? Quels avantages les gens citent-ils pour dire je plonge, j'y vais? Qu'est-ce que vous remarquez? Bien, les gens veulent... La grande majorité, c'est des gens qui veulent le bien de la collectivité. Ça, c'est clair. Je dirais même presque 100% des gens, c'est le bien de la collectivité. Et ils veulent arriver avec des solutions concrètes, ne serait-ce que la sécurité routière, ne serait-ce que pour des équipements collectifs, des besoins pour les jeunes, pour les plus âgés, etc. Donc, je pense que c'est très positif parce que ça fait, même quand il y a un renouvellement, ça peut être positif également. Il y a une connaissance quand il y a du long terme, mais quand il y a du renouvellement, ça peut être très positif également. Ne serait-ce que ça fait bouillir de nouvelles idées, ça a des nouvelles générations qui peuvent embarquer. Il y a même des conseils que c'est très intergénérationnel. Il y a des plus jeunes, il y a des plus vieux, femmes, hommes. C'est super intéressant. Donc, et il y a une concrétisation, on le voit. Il y a un problème de sécurité, on va mettre des dos dedans, on va mettre un stop. Bien, c'est fait au bout d'un certain temps, mais ça va être fait quand même, puis les gens vont le voir. Oui. Puis, il peut y avoir une amélioration concrète pour les gens. Donc, ça, c'est très, très, je dirais, positif. Et quand on va même sonder les directions générales, parce qu'aussi, ils sont tous dans le contexte-là, les gens nous disent, bien, quand, justement, c'est très concret, on participe à l'évolution de la collectivité. Donc, ça, c'est très positif pour les gens.
C'est gratifiant. Tout à fait. Oui, je pense que malgré toute la législature qu'il y a autour, il y a une possibilité d'action, il y a une possibilité concrète d'intervenir, d'agir, d'être en relation directe avec la population pour même ton propre milieu à toi aussi. Donc, il y a comme cette contribution-là, mais je reviens quand même sur le fait qu'il faut valoriser je ne vais pas dire profession parce que ce n'est pas une profession. Pour moi, c'est un engagement. Clairement, ça ne devient pas une carrière, ça devient une période où on s'engage, où on veut contribuer à une période X de l'évolution. Puis la concrétitude est importante là, de ce qu'on va faire, du lien qu'on va travailler avec les autres organisations, parce que la Ville a des pouvoirs, des responsabilités, mais il y a un paquet d'organisations avec lesquelles on peut travailler aussi. C'est pour ça que moi, il y a aussi ce volet-là de la démocratie qui est important. Le jour du vote, l'élection fondamentale, mais la suite, qu'est-ce qu'on fait? Ça ne peut pas s'arrêter là. Il faut que ça soit un processus complet, continu. Puis il y en a des occasions, je parlais du rôle d'Espace Muni sur des comités, des politiques et tout ça, c'en est un exemple d'implication citoyenne où on peut favoriser, mais il peut y en avoir plein d'autres façons parce que c'est pas tout le monde qui a de l'intérêt pour le comité d'urbanisme, par exemple, ou le comité de circulation ou des comités de politique, mais il peut y avoir d'autres façons de contribuer à son milieu de vie. Puis je pense que c'est ça qu'il faut transformer dans les municipalités pour arriver aussi à créer cet intérêt-là auprès de candidats qui pourraient avoir envie de plonger. Puis vous le mentionnez, la démocratie, c'est plus que voter aux 4 ans. Tellement. Ça, c'est un dialogue qui s'ouvre, ou du moins on l'espère. Ouais. Quel rôle, d'après vous, les municipalités peuvent-elles jouer ou mieux jouer dans l'amélioration de la vie au quotidien des citoyens? Bien, c'est fondamental, c'est la base de la municipalité, ce sont les services. À la population, effectivement. Mais est-ce qu'on pourrait mieux expliquer les services que les municipalités rendent? Je pense que oui. Ne serait-ce, pensons au compte de taxes qu'on reçoit en images maintenant pour aider les municipalités. Tu sais, le compte de taxes, mettons 2000, 2500, mais prenez votre téléphone cellulaire ou le compte, peu importe, de télévision, etc., ça arrive pas mal au même montant pour 1 ou 2 services, alors que les municipalités, c'est 40 jours, l'aqueduc, les poubelles, les éco-centres bien souvent, les routes, la voirie, la bibliothèque, etc. Donc, le problème, c'est qu'on a une grosse facture, souvent qui va augmenter en lien avec l'inflation et ou avec les rôles d'évaluation par rapport aux maisons. Puis les gens, c'est une facture, mais si on comparait, c'est pas beaucoup payé pour le nombre de services qu'il peut y avoir. Donc, il y a une pédagogie à faire également. Il y a une pédagogie, on en a parlé également dans d'autres rencontres, mais de dire comment qu'on pourrait favoriser à ce que même les jeunes, de dire venez au conseil municipal, vous exprimer. Si vous venez en groupe, ça pourrait être intéressant. Vous pourriez changer les choses également parce que le conseil municipal, c'est une plateforme pour pouvoir venir s'exprimer. Bon, il faut l'expliquer que c'est un conseil d'administration qui fait une réunion en public. On n'est pas là pour changer les points à l'ordre du jour. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais il y a des moments dans la période auxquels on peut poser des questions. Puis d'intéresser des jeunes tout de suite à cette politique-là pour dire, ben nous, au lieu, on n'a pas de skate-park, on n'a pas d'espace de jeu, on n'a pas de maison des jeunes, bien, venez, puis je suis certain qu'il va y avoir une écoute de la part des conseillers municipaux ou qui va du moins leur expliquer que c'est prévu ou non prévu, etc. Mais il faut l'expliquer aux gens qui peuvent venir intervenir à différents moments. Après ça, ben, c'est aux citoyens de se déplacer. Et puis là, il y a un effort à faire. S'ils ne veulent pas le faire, bien là. Oui. Il y aura un bout de chemin de fait, du moins. Je pense qu'il y a une transformation, on l'a nommé d'entrée de jeu, il y a une transformation du modèle de gouvernance municipale encore à voir pour créer, je pense qu'on est ailleurs, ça existe depuis longtemps. Comment la vie a changé aussi, comment on s'adapte à cette réalité-là. On parlait du langage municipal aussi qui est très légal ou technique et tout ça. Donc, il y a des initiatives qui viennent dans ce contexte-là de municipalités elles-mêmes qui ne sont pas nécessairement tous pareils, mais je pense que ce lien-là avec la collectivité et de faciliter un peu le langage ou la façon dont on porte les conseils, même si c'est un conseil d'administration, autour peut se greffer des différentes façons de communiquer à la population les informations et les décisions, les projets. Moi, il y a la question de la transparence aussi qui m'importe peu là-dedans. À quel point on est transparent, il faut l'être plus que moins, je pense, qui va aussi créer ce « Ah, OK, je comprends mieux. Ah oui, je comprends pourquoi ils ont pris cette décision-là. » Des fois, on achoppe un peu dans le processus de communication. J'appelle ça de la transparence, mais c'est de la communication aussi. Donc,
jusqu'où on communique. Je sais qu'on est surchargé par des informations comme citoyens, comme travailleurs et tout ça, mais je pense que cet élément-là pourrait aussi favoriser un plus grand intérêt, une plus grande participation. Il y a peu de municipalités dans les plus petites qui vont se doter de services de communication. Évidemment, Exact. ils vont aller dans les fonctions obligatoires en lien avec la loi des officiers municipaux, mais je pense qu'on néglige cette fonction-là qui est fort importante. Puis, je pense juste au maire ou à la mairesse qui préside une assemblée, donc qui n'est pas simple à présider une assemblée, surtout quand ça va brasser un peu. Mais après ça, qui va animer une consultation publique également. Donc, ce n'est pas des spécialistes de consultation publique, alors que fort probablement, les bonnes pratiques diraient qu'au prochain conseil, je vais revenir sur ce qu'on a entendu puis vers où on va parce qu'ils sont les décideurs au bout du compte. Mais ces saines pratiques-là ou les bonnes pratiques, les gens ne les connaissent pas, etc., ils ne sont pas formés pour ça. Non. Donc, c'est beaucoup sur leurs épaules. Vraiment, c'est beaucoup sur leurs épaules. Puis les citoyens se perdent dans toute cette je dirais, obligation, machine, puis obligation des avis publics. Personne ne les comprend ou à peu près. À part celle-là qui la rédige quasiment. Donc, comment on pourrait améliorer ça? Il y a des municipalités qui ont eu des bonnes initiatives. Encore là, il y a un service de communication, mais ils ont prévu, quand ils font les modifications en urbanisme, par exemple, qui vont toucher les gens, ils vont mettre une affiche sur le site expliquant les impacts qu'il va y avoir pour les citoyens. Donc, déjà, honnêtement, ils me disaient que les téléphones ont complètement diminué par rapport au projet parce que ça a été expliqué en amont et ça évite la désinformation sur les fameux spot-têtes de ce monde, etc. Donc, parce que l'information municipale, elle est dite, mais il y a des gens en communication qui sont là pour aider, etc. Donc, ça, c'est un aspect que je pense que les municipalités vont devoir se pencher dans les prochaines années, de se doter de gens en communication pour pouvoir aider, finalement, l'organisation municipale à mieux communiquer et à répondre, des fois, aux citoyens qui transmettent de la mauvaise information. Oui. Des fois, s'ajoute à cette fonction-là, dans certaines municipalités aussi, toute la question du lien de participation citoyenne, même d'acceptabilité sociale. Donc, la communication reste au cœur quand même. Puis si c'est pas possible, tu sais, dans des plus petites municipalités, je pense que collectivement, tu parlais de regroupement, ça peut être des regroupements de services, ça peut être un partage de services. La communication va rester à la base de bien des choses pour créer cette relation-là. Puis l'intérêt pour la démocratie, clairement. Puis les citoyens ils ont aussi leur rôle à jouer s'ils veulent se faire entendre. Quels sont les leviers qu'ils peuvent utiliser auprès de la municipalité? On les a diversifiés à travers le temps quand même, les moyens. Tu sais, avant, c'était principalement le conseil municipal où tu pouvais te faire entendre. Aujourd'hui, il y a des sondages, il y a des consultations, il y a un mode référendaire qui est peut-être pas au point, mais qui sert quand même d'élément d'exprimer sa voix. Il y en a de plus en plus. Les réseaux sociaux, on les critique, mais ils ont aussi leur utilité pour créer ce lien-là, bien évidemment. Donc, c'est la diversification qui va faire en sorte qu'on va pouvoir arriver dans différents outils de communication puis créer cette plateforme-là d'échange. Il faut absolument, puis il y en a plein, là, de façons de contribuer positive, j'ai le goût de dire, parce que je pense que les élus sont là, tu le disais, tu sais, avec de bonne foi pour faire avancer un milieu de vie. Parfois des projets plus individuels, mais on est là pour une collectivité. Puis je pense que des fois, c'est mal perçu ce bout-là, mais sont là pour entendre, écouter, communiquer avec les gens, sont là pour les représenter. C'est la même chose qu'au provincial. On représente un groupe de citoyens. Donc, et décider aussi. Bien sûr. C'est surtout décider à la fin, il ne faut pas l'oublier. Non, clairement. Puis, les citoyens ont plein de moyens de se faire entendre, soit d'influencer lors des conseils municipaux, soit des consultations publiques, mais ils ont des moyens très clairs, selon la loi, de bloquer des projets, entre guillemets, en termes de règlement d'emprunt ou en termes de modification d'urbanisme. Donc, les citoyens ont quand même pas mal de pouvoir, même qu'il y a une réflexion à savoir est-ce qu'il y a trop un petit nombre de personnes. Parlant d'urbanisme, on parle de 12 personnes et moins là, qui peuvent bloquer un projet, des fois un projet collectif. On parle de RPA ou on va parler de d'autres, finalement, logements sociaux, etc. Donc, il y aura un besoin pour une clinique médicale ou autre pour une collectivité. Il y a une réflexion qui s'amorce là-dessus aux affaires municipales qui est fort intéressante, sans léser le pouvoir de pouvoir aussi intervenir des citoyens. Ça, je pense que c'est important, tout le monde s'entend. Mais c'est peu connu, ça, les moyens que les gens, parce que des avis publics, c'est du chinois au final, parce que les gens s'y connaissent peu. Donc, je pense qu'il y a une bonne base de communication à faire ou de pédagogie avec les citoyens à cet égard-là. Définitivement. Puis la question de l'information elle-même, elle est cruciale dans tout ça. Oui, parce qu'on a moins la notion du bien collectif, je dirais. Je vais peser mes mots quand même. Tu sais, le « pas dans ma cour » est trop souvent présent. Des fois, c'est ça qui va faire bloquer un projet. Bien souvent, je dirais que ça va être cet élément-là. Donc, avec 12 signataires,
ben c'est pas suffisant de mon point de vue éditorial. Puis il y a là, je le veux juste pour moi aussi, il y a les deux. Non, ça va être dans ma municipalité parce que, non, on n'est plus à cette ère-là aujourd'hui, en 2025. Il faut plus travailler collectivement avec nos citoyens, mais avec ce qui nous entoure aussi comme infrastructure. On ne peut pas ignorer les changements climatiques, puis il y a des projets qui ont des impacts sur les changements climatiques. Il faut donc le voir dans, je vais dire globalité, mais globalité quand même à une échelle plus proche de la réalisation comme telle. Vous avez mentionné tantôt les spotted, les réseaux sociaux, où l'information n'est pas toujours fiable. On entend parler de médias régionaux, médias locaux qui ferment leurs portes. L'information, elle circule peut-être plus difficilement qu'auparavant. Quelles conséquences vous voyez de tout ça? Quelles conséquences ça a sur la vie municipale? Est-ce que les projets municipaux sont moins rapportés par une tierce personne, probablement, avec la disparition de plusieurs journaux locaux? Est-ce que l'information sur la municipalité est moins disponible? Je ne pense pas. Je pense que tout dépendant aussi, évidemment, des moyens, etc., des municipalités, puis des différentes générations. Mais il reste que les médias sociaux ont éclaté. Il y en a qui vont faire des vidéos explicatives. Sur les sites Internet, ça se multiplie l'information nécessaire et même obligatoire. Donc, il y a une multiplicité de sources d'informations. C'est plus la traditionnelle journal qui est sur l'îlot de cuisine qui va traîner là, évidemment. Là. Mais est-ce que l'information diminue? Je ne serais pas prêt à aller là nécessairement. Il y en a qui utilisent encore les journaux locaux pour les avis publics, mais encore là, les avis publics, c'est un peu du chinois. Donc là, est-ce que ça informe bien les citoyens? Il faudrait voir. Mais somme toute, je ne sais pas honnêtement. Est-ce que oui, c'est moins rapporté par une tierce partie? Clairement. Mais de l'information municipale circule moins, je ne serais pas prêt à aller là. Non, parce qu'il y a beaucoup de bulletins municipaux aussi quand même, donc qui permettent aussi de transmettre, de vulgariser, d'informer. Oui, je suis plus de l'autre camp, de dire on en a beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres façons de faire qui pourraient être mises en place? Je me pose la question. C'est une bonne question. C'est sûr que les plus petites municipalités ont beaucoup plus à faire pour se faire. Tu sais, ils sont pas. Prenons Bruno Marchand, ici, la Ville de Québec, qui a un micro sur le nez plusieurs fois par jour. Ses projets sont communiqués, sont expliqués, sont challengés en bon français. Mais il n'y a pas ça. Dans les petites municipalités, pour parler de ton projet, bien, il faut que la municipalité elle-même en parle puis pousse auprès des citoyens. Donc, est-ce que les citoyens sont moins informés sur la municipalité des projets et autres? Comme je le disais tantôt, fort probablement. La municipalité a plus d'efforts à faire à cet égard-là. Clairement. Est-ce qu'il y a des bonnes habitudes que vous verriez qu'on pourrait adopter collectivement pour mieux se comprendre, les municipalités et leurs citoyennes et citoyens? Il y en a plein d'initiatives qui naissent. Il vient des noms de villes. Deschambault-Grondines a vraiment démocratisé sa séance de conseil. Les élus arrivent avant, il y a des échanges. Vous allez me dire que c'est peut-être un peu particulier. Souvent, les séances de conseil sont installées sur du mobilier élevé avec des bureaux. Ça fait un peu salle de cours, un peu. Eux, ils ont enlevé ça, ils sont au même niveau que les citoyens. Des choses comme ça qui peuvent peut-être faire la différence, parce que ça peut être intimidant pour certaines personnes d'aller voir, d'assister à ces rencontres-là. Il y a des éléments comme ça. Victoriaville a aussi fait des efforts de communication sur des règlements et tout ça. On voit des séances, des samedis du maire, des brunchs du maire, des conseillers. Donc, il y a quand même... J'ai déjà vu une ville même qui a essayé une séance du conseil dans un parc. Et ils l'ont fait juste une fois, j'imagine que ça ne devait pas être... ça n'a pas été concluant. Mais je rêve à des projets, pourquoi pas, rendre plus accessible, se rendre sur des lieux divers pour tenir des séances. Donc, il y a une volonté d'avoir le lien plus intense avec la population, mais des fois, il y a des barrières, des fois, il y a des enjeux, puis on travaille en groupe. Hein? Oui, parfois, on est en parti politique, parfois non. Donc, on est des individus. Donc, comment on concilie aussi cette réalité-là de vision, de travail en équipe? Je pense qu'il y aurait aussi là un travail à faire. Il y a une réflexion, je n'ai pas la réponse, mais est-ce que les partis municipaux dans les petites municipalités ont leur place? Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que les échanges, justement, de position dans le cadre municipal ont vraiment leur place? Tu sais, on travaille tous pour le même besoin, les mêmes projets. On peut être contre, on peut être pour, mais est-ce qu'on est obligé vraiment d'office de s'opposer à des projets parce qu'on joue au rôle d'opposition? C'est une question que je pense qui mérite un débat éventuellement. Mais c'est sûr que les séances du conseil municipal et la structure municipale, elle est plate, là. C'est des règlements, c'est très, très carcan, c'est très administratif.
Mais à travers tout ça, il y en a qui ont pris des belles initiatives de discussion, de faire des cafés du maire, des brunchs comme vous le disiez ou autre. Il y a place peut-être aussi à ajouter. Mais c'est du temps. C'est des gens qui veulent s'investir, etc. Déjà, c'est beaucoup de temps. Mais il y a place à l'imagination, ne serait-ce que bien communiquer avec les gens, etc. Il y a des liens avec les organismes communautaires aussi. Absolument. Les municipalités, c'est très communautaire, surtout dans les plus petites, même les plus grandes également, où que là, il y a de la place. C'est intéressant, les forums là, avec les différents organismes communautaires qui font beaucoup pour les municipalités. Souvent, vont même offrir beaucoup de services par rapport à la municipalité. Donc ça, il y a un beau lien à avoir au niveau communautaire également. Donc là, il y a place pour intégrer les gens, pour avoir un dialogue. Mais il y a certainement de la vulgarisation auprès des citoyens à dire qu'est-ce que la municipalité fait, qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire. On ne pourra pas renseigner tout le monde, mais je pense que les élections municipales, d'en parler du moins, quel rôle la municipalité, je pense que c'est un bon contexte pour tenter de vulgariser vraiment ce rôle-là. Parce que tant que les gens ont une incompréhension, des fois, ils restent avec de la frustration, alors qu'on ne peut pas aller plus loin. De se faire dire, ce n'est pas la municipalité, c'est le gouvernement ou tel ministère. Les citoyens vont venir cogner quand même à la municipalité, donc ce n'est pas simple. Mais je pense que de bien renseigner les citoyens, je pense que ça va être une étape importante dans les prochaines années. Oui, puis cette réalité-là où on vient vers la municipalité et on n'a pas de pouvoir, par exemple, sur des routes numérotées où c'est le gouvernement du Québec qui a le plein pouvoir, ça crée une relation pas toujours positive avec le citoyen qui voudrait que ça change, mais son contact, c'est l'élu, puis l'élu, il lui dit, excuse-moi, mais j'ai pas de pouvoir là-dessus. Ça crée, puis c'est vrai, c'est pas mais ça crée une relation. Donc, comment on pourrait transformer en réel gouvernement de proximité les municipalités tout en respectant certaines normes ou réglementations gouvernementales? Ça va devoir se poser comme question aussi, parce que ça facilite pas une démocratie saine nécessairement dans ces contextes-là. Dans plusieurs municipalités au Québec, des petites municipalités ont beaucoup de routes. Je prends l'exemple des routes numérotées, mais il pourrait y avoir d'autres exemples où c'est des enjeux importants pour les élus. Ça ne crée pas une bonne relation avec le citoyen. J'ai vu des municipalités prendre l'initiative, par exemple, de bien communiquer, par exemple, les plans de mesures d'urgence, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Les citoyens, maintenant, il y en a beaucoup qui ont des attentes élevées envers la municipalité. Absolument. Toute la municipalité devrait tout faire. Il y en a qui s'attendent à ce que quasiment les pompiers passent chacun des jours pour voir s'ils sont corrects parce qu'ils sont isolés dans un rang. Mais pendant ce temps-là, il y a des arbres à couper parce qu'il y en a qui sont tombés. Les pompiers dans les municipalités, des fois, il y en a qui sont mécaniciens à la municipalité ou sont temporaires. Bref, c'est pas simple. La municipalité l'a dit, voici, nous, on va jusqu'à où, puis vous, comme citoyen, vous devez faire l'autre bout de chemin. Puis c'est comme ça que ça va fonctionner, parce que sinon, on peut le faire, mais ça va coûter des dizaines de milliers de dollars par année pour aller plus loin que ça. Qu'est-ce que vous voulez? Je pense de bien communiquer, la municipalité s'en va où, puis c'est où sa ligne, puis le citoyen doit faire le reste, là, tu sais. Il y a une part de responsabilité du citoyen également, là, donc, dans la municipalité. Puis je pense que c'est important que les municipalités communiquent avec leurs citoyens à ce moment-là. Donc, comme ça, le terrain de jeu est clair pour tout le monde, puis ça diminue les attentes à ce moment-là. Très intéressant tout ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions.